Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Notre objectif est d'atteindre 500 mentions j'aime sur cette vidéo. Et avec votre soutien, on peut y arriver. Maintenant, allons droit au but et plongeons dans toute l'histoire de l'Espagne médiévale. L'Espagne wisigothique avant la tempête mort. Imaginez ceci. Nous sommes à la fin du VIe et au début du VIIe siècle. Et la terre que nous appelons aujourd'hui l'Espagne ne ressemble en rien à ce que nous imaginons. Oubliez le flamenco, les tapas ou les châteaux à l'horizon. La péninsule ibérique était gouvernée par les Wisigoths, un peuple germanique qui avait dérivé vers l'ouest après la chute de Rome. Ils ne faisaient pas que passer. Ils avaient bâti un royaume fragile mais bien à eux. Et ce monde allait bientôt affronter une tempête que personne n'aurait pu prévoir. Mais n'allons pas trop vite. Pour l'instant, entrons dans leur univers. Les Wisigoths s'étaient installés en Hispanie après des siècles de troubles. Imaginez les ruines des villes romaines, aqueducs, villas et routes, rafistolées et réutilisées par ces nouveaux maîtres. Leurs rois essayaient de se faire passer pour les héritiers de Rome, même si leurs racines étaient celles de guerriers plutôt que d'empereurs. Leur capitale était Tolède, perchée au-dessus du Tage, où des souverains comme Léovigilde et Récarède exerçaient leur pouvoir. La religion était un champ de bataille central. Les Wisigoths suivaient le christianisme arien, en opposition avec la foi catholique de la majorité de la population. La tension était palpable. Une élite dirigeante avec sa propre langue et ses propres croyances face à une majorité catholique. À la fin du VIe siècle, le roi Récarède se convertit au catholicisme, donnant une chance d'unité au royaume. Cela ne résolut pas tout, mais ce fut un tournant. La politique, en revanche, était brutale. Les rois s'élevaient et chutaient à une vitesse vertigineuse. Assassins et trahisons faisaient partie du quotidien. Au début du 8e siècle, les nobles rivaux mettaient en pièces le royaume. Et pendant qu'ils se déchiraient, une tempête se formait de l'autre côté de la mer, en Afrique du Nord. Sur le plan culturel, l'Espagne wisigothique laissa des trésors, couronnes d'or, broches serties de pierres précieuses, et le Liber Judiciorum, un vaste code de loi mêlant tradition romaine et gothique. Pourtant, les paysans vivaient à peu près comme avant, travaillant la terre, payant des impôts, luttant pour survivre. On aperçoit leurs églises, des bâtiments de pierre aux arcs en fer à cheval qui annonçaient déjà les formes mauresques. Les conciles de Tolède débattaient de théologie et de politique, façonnant la royauté elle-même. Mais le royaume restait fragile. À la faiblesse politique s'ajoutaient famine, peste et mécontentement. Certains nobles, écartés du pouvoir, devinrent rancuniers. Quand les Maures arrivèrent en l'an 711, la trahison ouvrit peut-être les portes. Avec le recul, l'effondrement semble inévitable, mais personne à l'époque ne l'avait prévu. Pendant plus de 2 siècles, les Wisigoths régnèrent, rédigèrent des lois et se fondirent dans le monde romano-ibérique. Ils n'étaient plus des étrangers. Pourtant, la tempête approchait, menée par Tariq ibn Ziyad, qui allait changer l'histoire à jamais. Souvenez-vous de l'Espagne wisigothique comme d'une terre en transition, des ruines romaines occupées par des souverains germaniques, une unité fragile assurée par la religion, des couronnes étincelantes posées sur des fondations instables. Le calme avant la tempête. Cordoue, naissance d'une éblouissante capitale musulmane. Imaginez ceci, nous sommes au milieu du 8e siècle et un homme vient de traverser la mer, fuyant un massacre qui avait presque anéanti toute sa famille. Son nom est Abd al-Rahman, dernier prince survivant des Omeyyades. Tous les autres membres de sa lignée royale avaient été traqués et exécutés par leurs rivaux, les Abbassides, loin à Damas. Il arriva en Ibérie, l'Espagne avec presque rien, si ce n'est une prétention au pouvoir, du charisme et un rêve. Personne n'aurait pu deviner que ce fugitif transformerait un coin provincial du monde islamique en l'une des capitales les plus éblouissantes du Moyen-Âge, Cordoue. Avant Abd al-Rahman, Cordoue n'avait rien d'impressionnant. Autrefois romaine, elle s'était fanée sous la domination wisigothique, murs en ruine, rues poussiéreuses, peu de gloire. Mais Abd al-Rahman y vit une chance. Il rallia des troupes berbères, vainquit ses rivaux, et en l'an 756, se proclama émir de Cordoue, un réfugié devenu souverain d'un tout nouvel émirat. Au siècle suivant, Cordoue s'épanouit. Au Xe siècle, Abd al-Rahman III se proclama calife de Cordoue et la ville devint le joyau d'Al-Andalus. Imaginez ces rues la nuit, alors que la plupart de l'Europe était plongée dans l'obscurité, Cordoue brillait de milliers de lampes. On disait qu'on pouvait traverser la ville sans jamais perdre leur lueur de vue. Ce n'était pas seulement sa taille, avec peut-être un demi-million d'habitants, elle rivalisait avec Constantinople et Bagdad. C'était sa culture. Les marchés regorgeaient de soieries, d'épices et de livres. Tandis que les monastères européens ne possédaient que quelques centaines de textes, les bibliothèques de Cordoue en comptaient des centaines de milliers. Le savoir de la Grèce, de la Perse et de l'Inde affluait, traduit et enrichi. Puis l'architecture, la grande mosquée, avec ses innombrables arcs rouges et blancs, commencée par Abd al-Rahman Ier et agrandie par ses successeurs. Non seulement une mosquée, mais une déclaration de foi et de puissance. Et il n'y avait pas que les musulmans.
Chrétiens et juifs y prospéraient aussi, comme médecins, traducteurs et érudits. La convivencia n'était pas parfaite, mais elle encourageait les échanges. Pensez à Maïmonide qui y grandit, ou aux érudits chrétiens qui transmirent le savoir vers le nord et contribuèrent à enflammer la Renaissance européenne. L'âge d'or de Cordoue prit fin au XIe siècle avec les guerres civiles et les royaumes de Taïfas. Pourtant, sa splendeur persista. Quand Tolède tomba en l'an 1085, beaucoup de livres et de savants s'y déplacèrent, maintenant vivant l'héritage de Cordoue. Bien plus que chevaliers et châteaux, le cœur battant de l'Espagne médiévale fut Cordoue. Ses lampes, ses arches, ses bibliothèques. Un prince réfugié avait transformé une ville oubliée en un phare, nous rappelant combien la grandeur est fragile et comment la vision peut illuminer une époque. L'âge d'or du califat, savoir et architecture. Imaginez parcourir une ville au début du Xe siècle, où des lampes scintillent le long de rues pavées et propres, où l'eau courante alimente des bains publics et où des savants débattent des secrets des étoiles dans des bibliothèques plus grandes que la plupart des villes européennes. Cette ville, c'était Cordoue, et pendant un temps, elle fut le joyau du monde occidental. Quand on l'appelait plus tard l'ornement du monde, ce n'était pas une exagération. À son apogée, le califat de Cordoue rayonnait d'un éclat qui semblait presque incongru dans ce que beaucoup appellent encore le Moyen-Âge sombre. L'Europe au nord des Pyrénées était morcelée en petits royaumes, avec des châteaux perchés sur des collines boueuses et des monastères gardant jalousement les restes du savoir romain. Mais ici, en Espagne, sous domination musulmane, Cordoue grandit jusqu'à devenir une capitale de lumière. Les rues avaient des lampes à huile bien avant Paris ou Londres. On comptait des centaines de bains publics, des fontaines rafraîchissaient les patios, et les marchés bruissaient d'épices venues d'Afrique, de soieries de l'Orient et de cuir fin travaillé par des artisans locaux. Ce qui distinguait Cordoue, c'était sa passion pour le savoir. Des califes comme Abd al-Rahman IIIe et son fils Al-Hakam II n'étaient pas seulement des dirigeants, ils étaient mécènes du savoir. On dit que la bibliothèque d'Al-Hakam contenait des centaines de milliers de volumes, peut-être près d'un demi-million. À titre de comparaison, la plupart des monastères de l'Europe chrétienne possédaient moins d'une centaine de livres. Pas étonnant que des savants, traducteurs, médecins, poètes et astronomes affluaient à Cordoue depuis des terres lointaines. Et cette soif de savoir ne se limitait pas aux musulmans. Juifs et chrétiens sous domination musulmane y contribuèrent également. Ils traduisirent, préservèrent les textes anciens et ajoutèrent leurs propres idées. Les œuvres grecques d'Aristote et de Galien, presque perdues en Occident, survécurent grâce aux traductions arabes faites ici avant d'atteindre le latin. Plus tard, le célèbre mouvement de traduction de Tolède s'appuya directement sur la splendeur intellectuelle de Cordoue. L'âge d'or de Cordoue brillait aussi par son architecture. La grande mosquée émerveille encore les visiteurs par ses arches rouges et blanches sans fin, un mélange d'ingénierie romaine et de design islamique. Le mihrab, sa niche de prière, scintille de mosaïques byzantines offertes comme cadeaux impériaux, preuve de l'influence immense de la ville. Imaginez-vous agenouillé là, alors que la lumière du soleil passait à travers des arcs en fer à cheval, on devait avoir l'impression d'entrer dans un autre monde. Et Cordoue n'était pas seul. Partout en Al-Andalus, des palais et des jardins s'élevaient, reflétant une vision raffinée du paradis sur terre. Le plus célèbre fut Madinat al-Zahra, la ville resplendissante, construite juste à l'extérieur de Cordoue par Abd al-Rahman III. Imaginez des salles de marbre blanc, des bassins reflétant le ciel andalou et des murs sculptés d'un stuc si fin qu'il ressemblait à de la dentelle. Des diplomates venus de toute l'Europe visitèrent cette cité et laissèrent des récits émerveillés de sa splendeur. Hélas, Madinat al-Zahra ne dura pas. En quelques générations, elle fut pillée et abandonnée, symbole de la rapidité avec laquelle la fortune peut tourner. Mais ses ruines murmurent encore cette grandeur perdue. Bien sûr, les âges d'or ne durent jamais éternellement. Après le règne d'Al-Hakam, Cordoue sombra dans la guerre civile, et le grand califat se fragmenta en plus petits royaumes de taïfas. Ces taïfas portèrent un peu de la flamme culturelle, mais la splendeur unifiée de Cordoue ne fut jamais retrouvée. Pourtant, le souvenir de ses bibliothèques, de ses érudits et de son architecture resta comme un écho, inspirant les générations suivantes. Quand les royaumes chrétiens avancèrent vers le sud, ils ne firent pas que détruire. Ils absorbèrent. Beaucoup de cathédrales furent construites sur ou même à l'intérieur d'anciennes mosquées, perpétuant des styles architecturaux devenus proprement espagnols. Il faut aussi noter que cet âge d'or prépara des tensions futures. Le succès même de Cordoue, sa richesse, son savoir, sa beauté, en fit une proie pour les rois chrétiens avides d'expansion. Quand Tolède tomba au XIe siècle, l'un des principaux butins fut intellectuel, manuscrit, érudit et traducteur. En ce sens, la splendeur de Cordoue ne mourut pas, elle se répandit, transformant non seulement l'Espagne, mais aussi, à terme, le cours entier de l'histoire européenne. Avec le recul, l'âge d'or du califat semble presque un rêve. Imaginez le bourdonnement des débats dans les bibliothèques, le parfum des orangers dans les jardins des palais, l'éclat des mosaïques illuminées à la bougie. Cordoue nous rappelle que l'histoire n'est pas une ligne droite de progrès ou de déclin. C'est une tapisserie de splendeur et d'effondrement sans cesse retissée. Et ce fil-là, scintillant de savoir et d'architecture, brille encore des siècles plus tard.
L'essor des Asturies et la légende de Covadonga. Haut dans les montagnes brumeuses du nord de l'Espagne, où des falaises raides rencontrent des rivières impétueuses et où les vallées se perdent dans les nuages, une étincelle de résistance s'alluma au début du 8e siècle. Ce fut peu après l'invasion fulgurante de Tariq ibn Ziyad, qui avait renversé le royaume wisigoth, laissant la majeure partie de l'Ibérie sous domination musulmane. Pourtant, dans ces paysages rudes, loin des grandes plaines et des villes scintillantes, une poignée de survivants allait écrire les premières lignes d'une histoire qui s'étirerait sur des siècles, la Reconquista. Et en son cœur, une bataille célèbre moins par son ampleur que par son symbole, la légende de Covadonga. Pour imaginer l'essor des Asturies, il faut visualiser l'Espagne au lendemain de 711. La couronne wisigothe s'était effondrée après la bataille de Guadalete. Tolède, Cordoba et Séville tombèrent rapidement. Pour le peuple, les nouveaux maîtres d'Al-Andalus semblaient irrésistibles. Mais le nord était différent. Les montagnes cantabriques et asturiennes formaient un terrain sauvage et difficile, où même Rome avait peiné à imposer sa volonté. Là, de petites communautés gardaient leurs traditions, et là, des survivants de la noblesse et des soldats wisigothes se replièrent pour se regrouper. Parmi eux, un homme nommé Pélage, parfois décrit comme un noble de sang wisigothe, parfois comme un chef local. Sa vie avant Covadonga reste mystérieuse, mais l'essentiel est qu'il devint la figure autour de laquelle se rassemblèrent le mécontentement et l'espoir. Pour les Asturiens, il n'était pas qu'un chef, il était un point de ralliement, quelqu'un qui osait dire que les morts pouvaient être résistés. Dans un monde où la défaite paraissait totale, c'était une idée radicale. L'affrontement de Covadonga eut lieu vers l'an 722, même si les dates exactes sont discutées. Des forces musulmanes décidées à écraser cette poche de résistance s'engagèrent dans les montagnes. Elles ne trouvèrent pas un champ de bataille ouvert, mais une gorge étroite où Pélage et les siens avaient préparé leur position. Imaginez, des falaises dressées comme des murs, des grottes qui résonnent, des guerriers cachés parmi les rochers, attendant que l'ennemi s'avance. Ce n'était pas le nombre qui comptait, ils étaient, dit-on, largement inférieurs, mais le terrain, la volonté de se battre, et peut-être la conviction que l'histoire penchait de leur côté. La légende dit que la bataille tourna de façon presque miraculeuse. Flèches et pierres lancées par les musulmans frappaient les parois et rebondissaient, comme si la nature protégeait les Asturiens. Depuis leur hauteur, les hommes de Pélage harcelaient l'ennemi, qui, incapable de manœuvrer, fléchit. Ce qui commença comme une escarmouche devint une déroute. Les survivants s'enfuirent, et les montagnes restèrent aux mains des chrétiens. Covadonga ne fut pas une grande conquête militaire comparée à Guadalete ou à Cordoba, mais symboliquement, ce fut un tonnerre. Pour la première fois depuis le choc de 711, quelqu'un avait repoussé. De cette victoire naquit le minuscule royaume des Asturies. D'abord, ce n'était guère plus qu'un chapelet de vallées et de forteresses, mais son importance était immense. Il prouvait que la résistance était possible. Avec le temps, les Asturies devinrent un phare pour les réfugiés chrétiens du Sud, une base fragile mais tenace. Tandis que Cordoba musulmane s'élevait en une capitale éclatante d'Al-Andalus, au nord, une autre vision de l'Espagne se formait en silence. Covadonga devint plus qu'un souvenir. Elle se changea en légende, racontée et re-racontée pour inspirer des générations. Les chroniqueurs présentèrent Pélage comme un chef choisi, guidé par la Providence pour défendre la chrétienté en Espagne. Plus tard, les rois de León et de Castille feraient remonter leur lignée jusqu'à lui, utilisant le mythe de Covadonga pour affirmer que leur cause n'était pas seulement politique, mais sacrée. Même des siècles plus tard, lorsque des châteaux parsemaient la terre et que des chevaliers croisés marchaient sous des bannières pontificales, l'écho de la résistance de Pélage dans les montagnes persistait. Ce moment est d'autant plus fascinant qu'il relie passé et futur. La défiance de Pélage prenait racine dans les ruines du royaume wisigothe. Lui et ses hommes portaient des fragments de cet ordre brisés dans les montagnes. Mais sa victoire jeta aussi les bases de ce qui suivit, la Reconquista, lente, irrégulière, mais implacable. Rappelez-vous l'invasion de Tariq comme un choc. Covadonga fut le premier choc en sens inverse, minuscule face aux armées d'Al-Andalus, mais immense par son sens. Les Asturies ne seraient jamais le grand centre que fut Cordoba, ni n'égaleraient l'éclat des royaumes ultérieurs comme la Castille ou l'Aragon. Pourtant elles comptèrent parce qu'elles tinrent bon. De leur vallée étroite sortit une lignée de royaumes qui poussèrent peu à peu vers le sud, crête après crête, plaine après plaine, ville après ville. Sans cette première résistance, l'histoire de l'Espagne médiévale aurait pu être tout autre. Ainsi, haut dans les montagnes embrumées, une légende naquit. Les Maures avaient déferlé sur l'Espagne comme une marée, mais dans la gorge de Covadonga, la marée rencontra un roc, petit, têtu, inébranlable. De ce roc surgirent les Asturies, et avec elles le rêve d'une autre Espagne. Les croisades en Ibérie, bénédiction papale pour les guerres de Reconquista. Imaginez une plaine poussiéreuse d'Ibérie au XIe siècle. Deux armées se font face, l'une portant des bannières marquées de la croix, l'autre du croissant. Des prêtres passent parmi les soldats, les bénissant avant le combat. Ces guerres n'avaient plus seulement pour enjeu des rois s'appropriant des terres. C'étaient des guerres déclarées saintes, menées avec la promesse d'une récompense spirituelle. L'Ibérie était devenue l'une des grandes scènes des croisades, même avant que beaucoup de chevaliers aient vu les murs de Jérusalem. À cette époque, la Reconquista était déjà en cours. Les royaumes chrétiens du Nord, Asturie, León, Navarre, Aragon
et surtout la Castille, repoussait depuis des siècles l'Al-Andalus musulman. Mais ce qui n'était d'abord qu'une suite d'escarmouches frontalières prit un nouveau sens aux yeux de l'Église. À mesure que la papauté gagnait en puissance au XIe siècle, elle vit l'Ibérie comme plus qu'une politique locale. C'était un autre front de la grande lutte entre christianisme et islam. L'idée de guerre sainte prit de l'élan avec le pape Alexandre II. En l'an 1063, il accorda des indulgences, des rémissions spirituelles des péchés, aux chevaliers français venus combattre en Espagne. C'était des décennies avant que le pape Urbain II n'appelle à la première croisade en l'an 1095. En un sens, l'Ibérie fut un terrain d'essai. Les chevaliers qui se battaient ici recevaient les mêmes bénédictions qu'on leur offrirait plus tard pour marcher vers la Terre Sainte. Le message était clair, la guerre en Espagne n'était pas que politique, c'était l'œuvre de Dieu. Cette approbation papale changea tout. Soudain, les souverains chrétiens d'Espagne pouvaient appeler des alliés de toute l'Europe. Des chevaliers français, avides de gloire et de salut, franchirent les Pyrénées pour rejoindre la lutte. Monastères et églises diffusèrent l'idée que mourir dans ces combats, c'était le martyre, un billet direct pour le ciel. La Reconquista portait désormais la même aura de devoir sacré que les croisades d'Orient. L'un des premiers exemples, spectaculaires, fut le siège de Barbastro en l'an 1064. La bénédiction pontificale rassembla une coalition de forces chrétiennes venues de France et d'Italie, qui, avec des dirigeants locaux, s'emparèrent de la ville. La victoire fut brutale. Des milliers de morts, des captifs, des églises établies là où se trouvaient des mosquées. Pour beaucoup, cela prouva que l'appui du pape pouvait mobiliser l'Europe pour la cause ibérique. Cela annonçait aussi la férocité qui marquerait plus tard les croisades. Au fil des siècles, ce mélange de reconquista et de croisades s'accentua. Lorsque Urbain II lança la première croisade, les souverains ibériques lui rappelèrent vite que leur guerre était tout aussi sainte que celle du Levant. Et la papauté acquiesça. Des bulles et décrets affluèrent de Rome, offrant les mêmes indulgences aux chevaliers combattant en Espagne qu'à ceux se rendant à Jérusalem. Pour beaucoup de guerriers, l'Ibérie était même plus attirante, plus proche, plus accessible et promettant de riches terres en butin. Le XIIe siècle porta cette idée à son apogée. La grande bataille de las Navas de Tolosa en l'an 1216 fut présentée comme une croisade, avec des armées de Castille, d'Aragon et de Navarre, rejointes par des croisés venus d'au-delà des Pyrénées. Des prêtres portaient des reliques au combat, et la victoire fut célébrée non seulement comme un triomphe politique, mais comme un signe divin. Cette victoire brisa la puissance des Almohades et ouvrit de vastes pans de l'Andalousie à l'avance chrétienne. Mais les croisades en Ibérie ne se résumaient pas à la guerre. Elles façonnèrent aussi la culture et la politique. Des ordres de moines soldats comme les Templiers et l'ordre de Santiago prospérèrent en Espagne, gardant les frontières et bâtissant des châteaux. Les routes de pèlerinage, surtout le Camino de Santiago, se remplirent de voyageurs qui voyaient l'Espagne comme une terre où le ciel touchait la terre. Même l'architecture et l'art reflétaient cette fusion. Des églises construites comme des forteresses, peintes de scènes de saints terrassant des ennemis. Cependant, si la bénédiction papale apporta l'unité, elle amena aussi des complications. Les chevaliers européens arrivaient souvent avec leurs propres ambitions, heurtant les autorités locales. Et ces guerres, bien qu'appelées saintes, restaient aussi des luttes de pouvoir, de terre et de richesse. Néanmoins, le langage de la croisade conféra à la Reconquista un poids particulier. Ce n'était plus seulement le combat de l'Espagne, c'était celui de la chrétienté. Avec le recul, il est frappant de voir l'Ibérie au carrefour de deux mondes. Au sud, Cordoue et plus tard Grenade brillaient par la culture et le savoir musulman. Au nord, des rois levaient des bannières de la croix, désormais soutenus par Rome. Quand on parle des croisades, on imagine souvent Jérusalem ou Antioche, mais l'Ibérie fut tout aussi centrale. En fait, pour de nombreux Européens, la première croisade à laquelle ils prirent part se déroula au-delà des Pyrénées, non de la Méditerranée. Ainsi, la bénédiction papale transforma la Reconquista. Ce qui avait commencé comme des guerres morcelées entre voisins devint bien plus vaste, une lutte sacrée qui inscrivit l'Ibérie sur la carte spirituelle de l'Europe médiévale. Le choc de Guadalete avait ouvert la porte, le califat de Cordoue avait ébloui le monde, mais désormais la Reconquista portait le poids du ciel lui-même. Pendant des siècles, chaque campagne, chaque siège, chaque marche vers le sud résonnerait de la promesse du salut. Le mariage de la puissance Castille et Aragon se renforce parfois l'histoire bascule non sur le champ de bataille, mais à l'autel. Imaginez deux couronnes, deux royaumes avec leurs ambitions, leurs rivalités et leurs traditions. Pendant des siècles, la Castille et l'Aragon avaient suivi leur propre voie, parfois contre les Maures, parfois en querelle l'un avec l'autre, toujours en compétition pour la suprématie. Et pourtant, à la fin du XVe siècle, un seul mariage allait unir leurs destins, préparant la naissance de l'Espagne telle que nous la connaissons. La Castille était la plus vaste et la plus riche des deux. Née de León et aguerrie par d'interminables guerres de frontières, elle devint la puissance motrice de l'Ibérie chrétienne.
Elle contrôlait d'immenses plaines idéales pour l'élevage ovin, donc pour la laine, l'une des exportations les plus lucratives du Moyen Âge. Les nobles castillans s'enrichirent, la couronne se renforça, et le royaume s'étendit régulièrement vers le sud, avalant morceau par morceau des territoires musulmans. Au XVe siècle, la Castille était redoutable, mais aussi turbulente. Les grandes familles se disputaient l'influence et la monarchie peinait parfois à imposer son autorité. L'Aragon, lui, était plus modeste en terre, mais plus large en horizon. Ce qu'il n'avait pas en plaine à moutons, il le compensait par son ambition méditerranéenne. Par son union avec la Catalogne, l'Aragon avait gagné l'accès à de puissants ports comme Barcelone, et ses navires sillonnaient la mer jusqu'en Sicile, en Sardaigne et à Naples. C'était un royaume de marchands et de marins, tourné vers l'extérieur et cosmopolite. Ces rois géraient un patchwork de territoires, chacun avec ses propres usages et privilèges. Contrairement à la Castille, très appuyée sur sa noblesse, l'Aragon était une fédération de régions fières tenue par un équilibre délicat. Vous aviez donc deux royaumes très différents, l'un ancré au cœur de l'Ibérie, regardant vers le sud, vers Grenade et la Reconquista, l'autre étendu sur la Méditerranée, pensant en route commerciale et en influence outre-mer. Ils auraient pu rester séparés à jamais, sans le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille en l'an 1469. Ce n'était pas un conte de fées, c'était de la politique à l'état pur. Leur union ne fusionna pas techniquement les deux royaumes, mais elle les lia si étroitement qu'ils commencèrent à agir comme une seule puissance. Le moment était décisif. Le royaume musulman de Grenade tenait encore au sud, mais affaibli et encerclé. Avec la force militaire de la Castille et les réseaux diplomatiques de l'Aragon, Ferdinand et Isabelle lancèrent une campagne commune. Année après année, forteresse après forteresse, ils resserrèrent l'étau. Enfin, en l'an 1492, Grenade tomba. La Reconquista, œuvre de siècle, était achevée. Castille et Aragon, jadis rivales, avaient ensemble mis fin à l'Espagne mort. Mais leur mariage fit plus que clore la Reconquista. Il remania la carte politique de l'Europe. Isabelle et Ferdinand centralisèrent l'autorité, disciplinant des nobles turbulents, renforçant les conseils royaux et bâtissant une monarchie aux dents bien longues. Ils tournèrent aussi le regard vers l'horizon. La même année, ils acceptèrent de soutenir un marin génois à l'idée audacieuse, Christophe Colomb. Son voyage à travers l'Atlantique ouvrit un chapitre entièrement nouveau, transformant la Castille et l'Aragon de puissances régionales en empires mondiaux. L'union n'était toutefois pas sans couture. Castille et Aragon gardèrent leurs lois, leur langue et leurs traditions. Le mariage unit des couronnes, pas des royaumes. À Barcelone, on ne devint pas soudain castillan, et à Tolède, les nobles ne se mirent pas à se soucier des affaires siciliennes. Pourtant, la vision d'une Espagne plus grande naquit ici, dans ce partenariat. Les couronnes apprirent à tirer dans le même sens, et cet élan porterait loin pendant des générations. Il faut se rappeler combien tout cela était fragile. Avant qu'Isabelle n'assure son trône, la Castille avait été secouée par la guerre civile. Avant que Ferdinand n'hérite de l'Aragon, la couronne était empêtrée dans les rivalités méditerranéennes. Leur mariage apaisa la tempête. Et si les siècles suivants apportèrent de nouvelles divisions, à la fin du XVe siècle cette union sembla la forme même que prenait le destin. Pensez aussi aux symboles. À Grenade, lorsque le dernier roi musulman remit les clés de la ville, Ferdinand et Isabelle se tenaient côte à côte. Une épée, une couronne, deux royaumes agissant de concert. Le message s'adressait autant à leur sujet qu'au monde. Une nouvelle puissance entrait en scène. D'ici tout s'accélère. L'Espagne, empire global, les voyages de découverte, l'essor d'une monarchie qui dominerait l'Europe. Mais au cœur, tout remonte à ce mariage. La force terrestre de la Castille, la force maritime de l'Aragon, unies, elles devinrent bien plus que la somme de leurs parts. Ainsi, lorsque nous parlons de l'Espagne médiévale, nous pensons souvent aux batailles, châteaux et sièges. Pourtant, la conquête la plus décisive vint en silence, scellée non par des épées mais par des vœux. El Cid, guerrier, mercenaire et légende espagnole. Entré sur les plaines poussiéreuses de l'Espagne du XIe siècle, où des royaumes naissaient et tombaient à un rythme vertigineux, et où la loyauté était souvent affaire de survie. Dans ce monde d'alliances changeantes, un nom tonnait plus fort que tous les autres, Rodrigo Díaz de Vivar, à jamais rappelé sous le nom d'El Cid. Pour certains, il fut un héros chrétien qui combattit pour reprendre l'Espagne. Pour d'autres, un mercenaire servant le mieux aux Francs, y compris des souverains musulmans. Et pourtant, à travers victoires, trahisons et légendes tissées après sa mort, El Cid devint plus qu'un homme. Il devint le symbole même de l'esprit de l'Espagne médiévale. Né vers 1043 près de Burgos, Rodrigo grandit sur une marche où royaumes chrétiens et musulmans se frottaient sans cesse. Il n'était pas roi, pas de sang royal, mais ses talents étaient indéniables. L'épée à la main, il se fit une place au service de Sanche II de Castille, combattant dans les guerres brutales entre Castille, León et Navarre. C'est là que le talent de Rodrigo comme chef de guerre se révéla. Les batailles ne reposaient pas seulement sur le courage mais sur la stratégie, et El Cid, même s'il ne portait pas encore ce nom, prouva qu'il avait les deux. Quand Sanche mourut et que son frère Alphonse VI monta sur le trône, la fortune de Rodrigo tourna. La suspicion ternit sa relation avec le nouveau roi, et il fut finalement banni. Pour bien des chevaliers, l'exil signifiait la ruine.
Pour Rodrigo, ce fut une opportunité. Rejeté par sa patrie, il dirigea son épée vers quiconque l'engagerait. C'était l'âge des capitaines mercenaires, et Rodrigo devint le plus redouté d'entre eux. C'est dans la Saragosse musulmane que sa légende commença à grandir. Imaginez le choc de chevaliers chrétiens voyant Rodrigo combattre sous la bannière d'un émir, menant des soldats musulmans contre d'autres seigneurs chrétiens. Pour ses ennemis, il était un traître. Pour ses partisans, il faisait simplement ce qu'un guerrier devait faire, survivre, prospérer et saisir la gloire où elle se trouvait. De cette époque vient le nom El Cid, de l'arabe Al-Saïd, le seigneur. Même ses ennemis ne pouvaient nier son autorité. Mais le destin le ramena dans la lutte entre Espagne chrétienne et musulmane. À la fin du XIe siècle, la Reconquista s'intensifiait. Alphonse VI, le même roi qui l'avait banni, avait besoin de commandants aguerris. El Cid revint, mais jamais comme un sujet docile. Il resta son propre maître, taillant sa puissance par la ruse autant que par l'épée. Son triomphe le plus éclatant fut Valence. Par le siège et la bataille, par la manœuvre patiente et une détermination brute, El Cid s'empara de la riche cité en 1094. Pendant 5 ans, il la gouverna comme sa propre principauté, mêlant tradition chrétienne et musulmane, commandant les deux avec autorité. Valence sous El Cid offrait un rare aperçu de ce que pouvait être une Espagne métissée, même si elle tenait par sa seule volonté. Même après sa mort en 1099, sa veuve Jimena défendit la ville des années durant, prolongeant son héritage de résilience. L'homme, lui, était complexe. Il combattit des musulmans, mais les servit aussi. Il défendit des terres chrétiennes, mais les pilla quand cela l'arrangeait. Il fut banni, célébré, suspecté et adoré. Cette ambiguïté explique précisément la longévité de sa légende. Les générations suivantes, avides de héros, le poliront parangon de chevalerie chrétienne. Le poème épique Cantar de Miochide, l'une des premières grandes œuvres de la littérature espagnole, transforma Rodrigo en chevalier sans faille, choisi par une idole, loyal au roi et au pays. La réalité était plus rugueuse, mais pas moins fascinante. Ce qui rend El Cid inoubliable, ce ne sont pas seulement ses victoires, mais la façon dont il incarna son époque. L'Espagne médiévale n'était pas un simple choc entre chrétiens et musulmans, c'était une toile d'alliance, de trahison et de pouvoir mouvant. El Cid vécut pleinement cette réalité. Il fut à la fois pont et lame, capable de passer de la cour d'un roi chrétien au service d'un émir musulman sans hésitation. Ce faisant, il brouilla des lignes que des historiens ultérieurs voulurent tracer nettes. Aujourd'hui encore, son ombre plane sur l'Espagne. Des statues d'El Cid dominent des places, son nom résonne dans les livres d'histoire, et l'idée de lui comme guerrier et légende perdure. Était-il mercenaire, héros, conquérant ou pragmatique? Peut-être tout cela à la fois. C'est pourquoi son histoire continue de captiver. Quand vous repensez au choc de l'invasion de Tariq ibn Ziyad, ou à l'obstination de Covadonga, El Cid apparaît comme le chapitre incandescent du milieu, l'homme qui porta à la fois le chaos et la promesse de l'Espagne médiévale dans ses fontes. Son épée trancha ennemi et mythe, et ce qui resta fut la légende. El Cid a certes vécu en exil, combattu sous bien des étendards et régné sans être ni roi ni empereur, mais au bout du compte, il devint plus rare encore, l'incarnation de la mémoire d'une nation. 1492, chute de Grenade et fin de l'Espagne mauresque. Imaginez la scène, nous sommes en janvier 1492, un matin froid sur les collines qui dominent Grenade. Le dernier roi musulman d'Espagne, Boabdil, sort du palais de l'Alhambra. Derrière lui, les murs rouges et les arcs gracieux du dernier bastion mort d'Ibérie. Devant, sous les bannières de Castille et d'Aragon, se tiennent Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques. En cet instant, près de 8 siècles de domination musulmane en Espagne prenaient fin. Grenade avait tenu plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. Alors que le califat de Cordoba s'était effondré depuis des siècles et que la majeure partie d'Al-Andalus avait été absorbée par les royaumes chrétiens, Grenade résistait. Sa survie tenait à une politique habile et à la géographie. Blottie contre la Sierra Nevada, elle était facile à défendre, difficile à prendre. La dynastie nasride, qui régnait sur Grenade, payait tribut à la Castille quand il le fallait, nouait des alliances quand cela l'arrangeait, et entretenait des palais étincelants comme symbole de richesse et de raffinement. Pendant plus de 200 ans, Grenade resta un rappel étincelant de la présence musulmane en Espagne, mais à la fin du XVe siècle, la marée avait tourné. Le mariage de Ferdinand et d'Isabelle avait uni Castille et Aragon, leur donnant une force combinée sans précédent. Grenade se retrouvait encerclée, ses réseaux commerciaux s'étaient affaiblis, et sa politique interne se fragilisait. Quand les souverains décidèrent d'achever la Reconquista, ils s'y engagèrent pleinement, multipliant sièges et blocus, coupant lentement les voies vitales de Grenade. La campagne fut âpre, s'étirant presque 10 ans. Ce ne fut pas une seule bataille qui renversa Grenade, mais une pression implacable. Les places fortes tombèrent l'une après l'autre. Les armées chrétiennes bâtirent des camps qui ressemblaient à des villes permanentes, signe qu'elles ne partiraient pas avant la reddition. La population musulmane, épuisée, se déchira entre partisans du combat jusqu'au bout et tenants de la négociation. Boabdil lui-même, pris entre les factions, chercha parfois l'appui des rois catholiques pour supplanter ses rivaux. À la fin de 1492, Grenade était acculée. Les vivres manquaient, le moral s'effritait,
et la résistance semblait vaine. Le 2 janvier 1492, les portes s'ouvrirent. Boabdil remit les clés de la ville à Ferdinand et Isabelle, marquant la fin de l'Espagne mauresque. La légende veut qu'en s'éloignant, il s'arrêta à un col pour un dernier regard. Sa mère lui aurait dit « Pleure comme une femme la ville que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Vrai ou non, la scène exprime la douleur de ce départ. La chute de Grenade fut plus qu'une victoire militaire, ce fut un tournant mondial. Pour l'Espagne, cela signifia l'unité sous un règne chrétien pour la première fois depuis les Wisigoths. Ferdinand et Isabelle avaient réalisé le rêve de génération, la Reconquista était achevée. Le symbole était puissant. Au même moment, l'Espagne tournait son regard vers le large. La même année, Christophe Colomb appareilla vers l'ouest sous leur patronage, ouvrant l'ère des explorations et de l'Empire. L'Espagne passa de la reconquête de son sol à la conquête des océans. Mais le triomphe portait son ombre. Les conditions de capitulation avaient promis la tolérance religieuse pour les musulmans, leur permettant de garder coutumes, langue et foi. Au début, cela fut respecté. Puis, en quelques années, la pression pour la conversion monta. Les baptêmes forcés, la destruction de manuscrits arabes et la montée de l'Inquisition inaugurèrent une réalité dure. La convivencia de Cordoba et de Tolède, fragile qu'elle fut, céda la place à la suspicion et à la persécution. Beaucoup de musulmans et de juifs choisirent l'exil plutôt que de renier leur identité. L'Espagne gagna l'unité, mais au prix d'une diversité qui l'avait rendue si singulière. Pourtant, la mémoire de Grenade demeure. L'Alhambra, avec ses inscriptions poétiques et ses patios miroitants, se dresse encore comme un témoignage de l'art et de l'architecture maure. En parcourant ces salles, on sent presque le poids de ce dernier hiver, quand le destin d'un royaume tenait à un fil. Ainsi, 1492 ne fut pas seulement la fin de l'Espagne mauresque, ce fut l'aube d'un monde nouveau. En une année, Grenade tomba, Colomb prit la mer, et l'Espagne monta sur la scène globale. Des cendres d'Al-Andalus s'éleva une monarchie unie, prête à façonner des siècles d'histoire. Et pourtant, dans l'ombre de l'Alhambra, résonne encore l'écho de cette reddition, rappelant que tout triomphe porte en lui une histoire de perte. L'héritage de l'Espagne médiévale dans l'identité et la culture moderne. Fermez les yeux et pensez à l'Espagne d'aujourd'hui. Peut-être imaginez-vous des danseurs de flamenco aux robes rouges tourbillonnantes, une assiette de tapas sous le soleil méditerranéen, ou la silhouette d'un château sur des collines ondoyantes. Mais sous chaque image de l'Espagne moderne se cache une histoire qui plonge dans son passé médiéval. Les siècles de morts de rois, de châteaux et de convivencia marquent encore la façon dont l'Espagne se voit et dont le monde la voit. Commencez par la terre elle-même. Parcourez l'Andalousie, vous trouverez des noms qui chuchotent des racines arabes, Guadalquivir, Alhambra, Médina. Ce ne sont pas que de jolis mots, ce sont des échos des siècles morts. L'espagnol a absorbé des milliers de termes arabes, de algèbre à acétuna. Même le rythme du flamenco, que l'on tient pour l'archétype espagnol, porte des traces de gamme mauresque et des complaintes des juifs séfarades. Musique, cuisine et mots s'entrelacent, rappelant aux Espagnols que leur identité est tissée de multiples fils. L'architecture est peut-être l'héritage le plus visible. Pensez à la grande mosquée de Cordoba, à l'Alhambra de Grenade ou à la Giralda de Séville. Ces chefs-d'œuvre n'ont pas disparu quand les rois chrétiens ont pris le pouvoir, ils furent adaptés, remodelés et intégrés au tissu des villes. La mosquée de Cordoba devint une cathédrale, avec des arcs gothiques s'élevant au milieu d'une forêt de colonnes islamiques. L'Alhambra, n'est pas les musulmans, est aujourd'hui l'un des symboles dont l'Espagne est la plus fière. Même les châteaux et cathédrales chrétiens ont emprunté des motifs islamiques, donnant le style moudéjar. Marchez aujourd'hui dans Tolède ou Ségovie, et vous sentirez ces siècles affleurés à chaque mur de pierre. La religion aussi a laissé des marques profondes. L'identité de l'Espagne comme royaume catholique forgé dans le creuset de la Reconquista demeure forte. Le mariage de Ferdinand et d'Isabelle au XVe siècle unit Castille et Aragon sous une couronne catholique et leur quête d'unité religieuse culmina avec l'expulsion des Juifs et des musulmans en 1492. Ce moment redessina l'avenir de l'Espagne, la transformant en championne du catholicisme en Europe et dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui encore, fêtes, pèlerinages et jours saints restent au cœur de la vie espagnole, en écho aux traditions médiévales. Mais l'Espagne porte aussi la mémoire plus discrète des cultures qu'elle expulsa. La diaspora juive séfarade se nomme toujours séfarade, le nom hébreu de l'Espagne, gardant vivants les chants et récits en ladino. En Afrique du Nord, des descendants de musulmans chassés de Grenade emportèrent musique et architecture andalouse. Ces échos persistent aussi dans l'identité espagnole, comme des vers à demi oubliés d'une vieille chanson. L'héritage médiéval est aussi politique. La mosaïque des royaumes, Castille, Aragon, Navarre, León, a façonné l'idée d'une Espagne union de régions diverses, plutôt qu'une nation monolithique. Cette fragmentation médiévale résonne encore aujourd'hui dans l'affirmation d'identités régionales comme la Catalogne et le Pays basque. Tout comme les rois médiévaux peinaient à équilibrer unité et pouvoirs locaux, l'Espagne moderne affronte la même question. Comment tresser une seule nation à partir de tant de fils fiers? Même le rôle mondial de l'Espagne se rattache à ce passé. La Reconquista donna aux souverains l'assurance et la culture guerrière qui alimentèrent l'exploration lointaine. La même année où Grenade tomba, Colomb prit la mer vers l'ouest, soutenu par les rois catholiques.
L'Empire espagnol, avec ses triomphes et ses tragédies, naquit directement de ce creuset médiéval. Quand les Espagnols regardent leur histoire de conquête et de colonisation, ils contemplent un héritage enraciné dans l'élan médiéval d'expansion et de foi. Et puis il y a l'esprit de convivencia, la coexistence culturelle des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Bien qu'elle n'ait jamais été une harmonie parfaite, la mémoire de ces siècles subsiste comme symbole de ce que l'Espagne a su être, un carrefour de civilisation. Dans la littérature, les débats universitaires et le rôle de pont culturel entre l'Europe et le monde arabe, les échos de la convivencia se font encore entendre. Des villes comme Tolède célèbrent fièrement ce passé, rappelant au monde que l'Espagne fut le lieu de rencontre de 3 grandes foi. Ainsi, quand vous sirotez un vin espagnol, que vous flânez dans les patios de l'Alhambra, ou que vous entendez le pincement mélancolique d'une guitare de flamenco, vous ne goûtez pas seulement l'Espagne moderne, vous touchez des siècles d'histoire superposés. L'Espagne médiévale ne s'est jamais vraiment achevée. Elle coule comme une rivière souterraine, ressurgissant sans cesse dans la langue, l'art, la politique et l'identité. Et c'est là son véritable héritage, une Espagne à la fois fièrement catholique et indéniablement multiculturelle, façonnée par des rois et des guerriers, mais aussi par des poètes, des philosophes et des rêveurs. Une Espagne qui porte toujours l'empreinte des morts, des juifs et des chrétiens dans chaque battement de son cœur culturel. Le choc de 711, l'invasion de Tariq ibn Ziyad. Imaginez la côte sud de l'Espagne au début du 8e siècle. La mer est calme, les villages tranquilles, quand des voiles apparaissent à l'horizon. De mystérieux navires approchent, chargés de guerriers portant des bannières, des armes et une foi inconnue. Ce matin de l'an 711 allait briser tout un royaume. L'arrivée de Tariq ibn Ziyad n'était pas un simple raid. C'était le début d'une tempête qui allait transformer l'Ibérie à jamais. L'Espagne était alors gouvernée par les Wisigoths, héritiers de Rome mais affaiblis par leur rivalité. Les rois se succédaient, les nobles se trahissaient, la loyauté était fragile. Ainsi, lorsque des voiles étrangères apparurent, le royaume était déjà fracturé. Et ce sont dans ces failles que l'histoire s'engouffre. Tariq débarqua avec environ 7000 hommes, en majorité des Berbères venus d'Afrique du Nord. Ce n'étaient pas des armées immenses, mais des combattants aguerris, menés par un chef audacieux. La légende raconte qu'il fit brûler ses navires, ne laissant d'autre choix que d'avancer ou de mourir. Vrai ou non, l'histoire illustre bien l'esprit du moment. Pas de retour possible, sinon par la conquête. Le roi Roderick se précipita vers le sud pour les affronter. Sa couronne était contestée, ses nobles divisés. Malgré tout, il rassembla une grande armée pour écraser les envahisseurs. Les deux forces se rencontrèrent à Guadalete. Pour les Wisigoths, c'était une lutte pour la survie. Pour les hommes de Tariq, c'était le destin. La bataille fut décisive. La trahison fractura les rangs Wisigoths. On dit que Roderick se noya en fuyant à travers une rivière, son armée s'effondrant avec lui. En quelques jours, le royaume se désagrégea. Les villes ouvrirent leurs portes, certaines résistèrent brièvement. La plupart se rendirent par crainte. Pour les villageois, cela devait ressembler à la fin du monde. Des prêtres murmurant dans des églises de pierre, des rumeurs se propageant plus vite qu'un incendie dans l'herbe sèche. Tariq avança vers l'intérieur, s'emparant de Cordouet, de Tolède et au-delà. Ce qui avait commencé comme une petite invasion ressemblait désormais aux fondations d'un nouveau monde. De ce choc naquit Al-Andalus, une Espagne musulmane qui brillerait par son savoir et son architecture. En même temps, la résistance prit racine. Dans les montagnes du nord, de minuscules enclaves comme les Asturies survécurent, faisant naître la légende de Covadonga et les premières étincelles de la Reconquista. Avec le recul, l'invasion semble à la fois soudaine et inévitable. Soudaine, car un royaume s'effondra en une seule saison. Inévitable, car les Wisigoths étaient déjà divisés. Tariq frappa au moment où les fissures étaient les plus larges. Des siècles plus tard, les chroniqueurs se souvinrent de lui comme du chef qui brûla ses navires, renversa un royaume et enflamma ses hommes avec des paroles ardentes. Que chaque détail soit vrai ou non n'importe peu. Ce qui demeure, c'est le choc. Le jour où l'ancien ordre d'Espagne s'écroula et où un nouveau chapitre commença. La chute du royaume Wisigoth à Guadalete. Imaginez ceci, le début du 8e siècle, bien avant que l'Espagne ne ressemble à ce que nous connaissons. Imaginez un champ de bataille d'été, près d'une rivière appelée Guadalete, dans le sud de l'Ibérie. L'air est chargé de poussière et du fracas des sabots. D'un côté, le royaume Wisigoth, un vieux pouvoir qui avait régné pendant des siècles. De l'autre, une force venue d'Afrique du Nord, menée par des chefs inconnus de l'Ibérie. Ce choc allait effacer un royaume en quelques jours. Les Wisigoths avaient régné depuis la chute de Rome. Pendant 3 siècles, ils avaient adapté les lois romaines et bâti des palais à Tolède. Mais au début des années 700, le royaume était instable. Les rois étaient choisis par les nobles et les rivaux tués souvent pour prendre le trône. Rares étaient les rois qui mouraient de façon paisible. Ainsi, lorsque Roderick prit le pouvoir, la moitié de la noblesse le rejeta. Cette faiblesse prépara le désastre. Puis vinrent les Maures. Tariq ibn Ziyad, un général berbère au service des Omeyyades, mena une petite armée à travers le détroit en l'an 711. La légende raconte qu'il brûla ses navires, proclamant la victoire ou la mort. Vrai ou non, cela symbolisait la détermination de ces hommes. Ils n'étaient pas venus pour piller, ils étaient venus pour rester.
À Guadalete, Roderick les affronta avec une immense armée. Ses effectifs étaient supérieurs, mais la loyauté fragile. Certains nobles le détestaient au point d'abandonner le combat. Les Maures, moins nombreux, étaient disciplinés et inspirés. L'affrontement dura plusieurs jours, la cavalerie percutant l'infanterie, la poussière masquant le chaos. Puis survint l'effondrement. Une partie de l'armée de Roderick déserta en pleine bataille. Certains disent qu'ils fuirent, d'autres qu'ils le trahirent. Roderick disparut. Certains affirment qu'il s'était noyé, d'autres qu'il avait pris la fuite. Quoi qu'il en soit, le royaume était brisé. Après Guadalete, les forces musulmanes balayèrent la péninsule. Tolède se rendit rapidement. Pour les Wisigoths, c'était la fin. Pour les Maures, c'était le début de plusieurs siècles en Espagne. Imaginez être un villageois, élevé sous les rois Wisigoths, vivant soudainement sous de nouveaux maîtres, une nouvelle foi, un nouvel ordre. C'était un séisme culturel. Et pourtant, les Wisigoths ne disparurent pas. Leurs lois, leurs nobles et leur église survécurent, alimentant les royaumes chrétiens du Nord. Dans les Asturies, l'étincelle de Covadonga surgit des survivants. Ainsi, Guadalete ne fut pas seulement une bataille perdue. Elle ouvrit la porte à l'Espagne médiévale, les mosquées de Cordoue, la Reconquista, le Cid. Tout remontait à ce champ de bataille au bord d'une rivière, quand le royaume s'effondra et que l'histoire changea de cap. Et le plus étrange, tout avait commencé par une faiblesse intérieure. Les envahisseurs étaient audacieux, mais les fissures existaient déjà. Guadalete nous rappelle que parfois, l'ennemi le plus redoutable n'est pas dehors, ce sont les divisions internes. Les royaumes chrétiens survivent dans les montagnes du Nord. Quand le royaume wisigoth s'effondra si brusquement face aux morts en l'an 711, on aurait dit que toute l'Espagne avait été balayée par une seule tempête. Des villes qui avaient été le cœur du pouvoir wisigoth s'écroulèrent sous le poids des armées de Tariq ibn Ziyad. Cordoba, Tolède, Mérida. Elles tombèrent l'une après l'autre. Mais tout n'était pas perdu. Dans le nord sauvage et escarpé, où les montagnes touchaient le ciel et où les vallées étaient étroites et rudes, une lueur de résistance subsistait. Cette lueur allait devenir une flamme qui brûlerait pendant des siècles. Les montagnes du nord de l'Espagne formaient un monde à part, loin des plaines fertiles du sud. Crêtes abruptes, forêts profondes et côtes battues par les tempêtes donnaient à cette terre un air d'isolement. La vie était dure, la survie exigeait de la résistance, et cette rudesse même offrait une protection. Les Maures, qui avaient traversé le cœur de l'Ibérie à toute vitesse, trouvèrent le nord bien moins accueillant. Conquérir chaque piton et chaque vallée aurait demandé des efforts immenses, et ces régions restèrent donc hors de leur emprise ferme. C'est là, dans ces refuges rocheux, que de petites enclaves chrétiennes commencèrent à reconstruire ce qui avait été perdu. Pensez-y. Vu de l'extérieur, il devait sembler que la victoire de l'islam en Ibérie était totale. Pourtant, en Asturie, en Cantabrie et en Navarre, des communautés refusèrent de plier. Elles s'accrochaient au souvenir de leur ancienne foi et à l'idée d'un royaume qui n'était pas vraiment mort. Ce n'étaient pas de grands royaumes au début, plutôt des forteresses de montagne, des bandes de guerriers, des familles et des villages serrés ensemble, protégés par des murs de pierre ou par la simple difficulté du terrain. Mais, avec le temps, ils se mirent à se voir non seulement comme des survivants, mais comme les héritiers d'une mission, porter l'Espagne chrétienne en exil. L'histoire de Pélage, le noble qui aurait rassemblé des combattants à la bataille de Covadonga, appartient à ce chapitre. Légende ou réalité, le récit capture l'esprit du moment. Entouré de montagnes, avec toutes les chances contre eux, un petit groupe de guerriers repoussa les morts. Ce ne fut pas une immense bataille, rien à voir avec Guadalete, mais symboliquement cela comptait. Cela disait, nous sommes toujours là, nous n'avons pas été effacés. Cet esprit façonna l'essor du minuscule royaume des Asturies, qui se voyait comme la graine d'une Espagne renaissante. Ces royaumes de montagne ne furent jamais en sécurité. Des raids balayaient leurs terres, des armées morts montaient au nord pour punir leurs défis, et les alliances changeaient au gré des vents. Pourtant, la géographie leur donnait toujours un avantage. Les morts pouvaient gagner des victoires, mais ils ne pouvaient pas tenir les montagnes indéfiniment. Et lentement, année après année, les chrétiens commencèrent à consolider leur pouvoir. Ce qui avait commencé comme une lutte pour survivre devint une ambition. Ils se mirent à bâtir des églises, à octroyer des chartes et à revendiquer l'héritage des rois wisigoths. Il faut voir combien ces premiers royaumes étaient fragiles et fragmentés. Asturie, León, Navarre, Aragon, chacun finirait par revendiquer sa place dans la longue histoire de l'Espagne. Mais au 8e et 9e siècle, ils étaient comme des graines plantées dans un sol pierreux, peinant à pousser mais ne mourant jamais tout à fait. Leurs dirigeants forgèrent des alliances avec des seigneurs locaux, se combattirent autant entre eux que contre leurs voisins morts, et pourtant, à travers tout ce chaos, l'idée d'une Espagne chrétienne persista. Cette idée devint leur bannière, et c'est là que l'histoire rejoint le tableau d'ensemble. Rappelez-vous comment les morts, après leur première vague de conquête, se fragmentèrent plus tard en taïfas rivales. Cette division viendrait plus tard, mais elle reflète la fragilité de ces enclaves chrétiennes. Les deux camps étaient morcelés, tous deux vulnérables. Pourtant, pour les chrétiens, leur faiblesse offrait aussi de la souplesse. Ils pouvaient plier sans casser, se replier dans les montagnes quand il le fallait,
et attendre le moment où la fortune tournerait en leur faveur. À l'échelle de l'histoire, on a vite fait de regarder plus loin. La prise de Tolède, les combats du Cid, la chute de Grenade des siècles plus tard. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans ces bastions de montagne. Sans les Asturies qui s'accrochent, sans la Navarre qui bâtit sa résilience, sans l'Aragon qui se taille une frontière, il n'y aurait peut-être jamais eu de Reconquista. C'étaient les premières étincelles, fragiles mais tenaces, qui allumèrent le long feu de la résistance. Alors imaginez ces vallées de montagne, la fumée s'élevant des maisons de pierre, les cloches sonnant depuis de petites églises de bois, des guerriers veillant sur les crêtes, tandis que des patrouilles morts passent en contrebas. Ces gens vivaient dans le danger constant, mais aussi avec la conviction inébranlable qu'ils portaient quelque chose en avant. Une mémoire, une foi, et le rêve d'un royaume qui renaîtrait. Ils ne le savaient pas encore, mais leur survie était le début d'une histoire qui durerait des siècles, la lente et implacable poussée vers le sud que nous appelons aujourd'hui la Reconquista. Frontière franque et création de la Marche d'Espagne. Imaginez chevaucher le long des vallées pyrénéennes au début du IXe siècle. Au nord, les terres des Francs, dirigées par une dynastie dont le pouvoir s'étend de l'Atlantique aux Alpes. Au sud, à l'Andalus, territoire ibérique sous domination musulmane. Entre les deux, une marche sauvage et instable qu'aucun camp ne pouvait vraiment contrôler. Cette frontière allait devenir quelque chose de nouveau, sculptée par la guerre, la politique et la survie, la Marche d'Espagne. L'histoire commence avec Charlemagne, le grand roi franc, dont l'empire ambitieux rivalisait avec celui de Rome. Charlemagne rêvait d'étendre son influence au-delà des Pyrénées. Il voulait une zone tampon pour tenir à distance la puissance de Cordoba. Mais ce n'était pas une expansion simple. Les Francs avaient appris, souvent à leurs dépens, que l'Ibérie n'était pas un prix facile. L'un des désastres les plus célèbres du règne de Charlemagne survint lorsqu'il tenta d'entrer en Espagne. Ce désastre, ce fut la retraite de Saragosse en 778. L'armée de Charlemagne avait franchi les Pyrénées pour prendre la ville, mais la campagne tourna court. Sur le chemin du retour à travers les montagnes, l'arrière-garde fut prise en embuscade à Roncevaux par des combattants basques. C'est là que Roland, figure héroïque de la légende, trouva la mort. La chanson de Roland transformerait cette embuscade en un récit de sacrifice chevaleresque, mais en vérité ce fut une leçon amère. L'Espagne ne se laisserait pas conquérir si facilement. Pourtant, Charlemagne ne renonça pas. Au lieu d'avancer à l'aveugle vers le cœur d'Al-Andalus, il changea de stratégie. Il commença à bâtir une zone frontalière au sud des Pyrénées. Plutôt qu'une conquête d'un seul tenant, ce serait une mosaïque de comtés et de villes fortifiées. Chacun était confié à un comte fidèle aux Francs, chargé de défendre la frontière contre les raids musulmans. Avec le temps, ce tampon prit le nom de Marche d'Espagne. Des comtés comme Barcelone, Gérone et Urgel devinrent l'épine dorsale de cette frontière. Leurs dirigeants devaient tenir bon face aux attaques soudaines, mais ils jouissaient aussi d'une surprenante autonomie. Loin des cœurs francs, ils agissaient presque comme de petits royaumes, équilibrant loyauté à leur suzerain et réalité du pouvoir local. En pratique, la marche relevait moins d'un contrôle centralisé que d'un réseau de postes défensifs, assez solide pour ralentir l'ennemi et donner de l'air aux Francs. La marche d'Espagne n'était pas qu'une invention militaire, c'était aussi un carrefour culturel. Les Pyrénées avaient toujours été un lieu de rencontre de peuples, francs, gosses, basques et forces musulmanes venues du sud. Des paysans rebâtissaient des villages le long des anciennes routes romaines. Des marchands transportaient des biens à travers les montagnes, mêlant des influences des deux mondes. Peu à peu, la région forgea sa propre identité, façonnée par la tension constante et les échanges permanents. Et puis, il y eut Barcelone. Au début du IXe siècle, des forces franques prirent la ville, en faisant un bastion clé de la marche. Ces comtes gagneraient peu à peu plus d'autonomie, posant lentement les bases de ce qui deviendrait plus tard la Catalogne. Ainsi, quand on parle de la Marche d'Espagne, ce n'est pas une frontière oubliée, c'est le terreau de futurs royaumes. Cette frontière se reliait aussi profondément à l'histoire plus large de la Reconquista. Tandis que la résistance chrétienne en Asturie et en León grandissait dans les montagnes du nord-ouest, la marche représentait une autre voie de survie et d'expansion. Ensemble, ces enclaves chrétiennes dispersées finiraient par se rejoindre dans un mouvement plus vaste, reprenant des terres au pouvoir musulman. La survie de ces bords fragiles compta plus qu'on ne l'aurait cru. Mais la vie dans la marche était loin d'être facile. Raids et contre-raids étaient constants. Un paysan pouvait semer au printemps pour voir ses champs brûler l'été. Des châteaux s'élevaient sur les collines, leurs tours guettant la poussière des cavaliers ennemis. Les habitants vivaient un pied dans la guerre, l'autre dans une paix précaire. Et pourtant, dans cette lutte, les communautés se durcirent et les identités se consolidèrent. Avec le recul, la création de la Marche d'Espagne semble un détail face au palais de Cordoba ou à la chute ultérieure de Grenade. En vérité, elle fut essentielle. Sans cette frontière, les Francs n'auraient peut-être jamais assuré un point d'appui au-delà des Pyrénées. Sans Barcelone et ses comtés, la poussée chrétienne en Ibérie aurait pu être retardée, voire brisée. Ainsi, la Marche d'Espagne ne fut pas seulement un tampon, ce fut une étincelle. Une fine ligne de forteresses et de comtes loyaux, entre deux civilisations, elle posa les fondations de la future Catalogne et d'une des premières pièces du grand puzzle de l'Espagne médiévale. La défaite de Guadalete ouvrit la porte,
Cordoba illumina le ciel du sud, mais ici, à l'ombre des Pyrénées, un autre chapitre s'écrivait, discrètement, obstinément, avec des conséquences qui résonneraient pendant des siècles. León, Navarre et Aragon tracent leur destin. Dans l'ombre de l'ascension éclatante de Cordoba, 3 petits royaumes chrétiens du Nord façonnaient lentement leur propre voie. Ils n'avaient ni les vastes bibliothèques, ni les lampes étincelantes, ni les arcs sans fin d'une grande mosquée. À la place, ils avaient des montagnes rugueuses, des forêts épaisses et une détermination têtue à survivre. Ces royaumes, León, Navarre et Aragon, paraissaient faibles face au sud musulman, mais ils posaient les fondations qui finiraient par faire pencher le destin de l'Espagne. Commençons par León. Il grandit à partir de l'ancien royaume asturien, cette petite étincelle de résistance dont nous avons parlé à Covadonga. Au Xe siècle, León devint le principal royaume chrétien de la péninsule. Ses rois revendiquaient non seulement l'autorité politique, mais aussi un héritage particulier. Ils se voyaient comme les héritiers des anciens souverains wisigoths qui avaient autrefois dirigé toute l'Espagne. Ce n'était pas qu'une question de pouvoir, c'était une question d'identité. À leurs yeux, León n'était plus qu'un royaume de montagne, c'était le cœur légitime d'une Hispania chrétienne renaissante. Ce sentiment de destin leur donnait de l'assurance, même face à la puissance d'Al-Andalus. La Navarre, blottie dans les Pyrénées, suivit un autre chemin. Ces rois devaient équilibrer des voisins puissants, les Francs au nord, León à l'ouest et les États musulmans au sud. Mais la géographie navarraise était un atout. Les cols pyrénéens étaient à la fois un bouclier et une porte, reliant l'Ibérie au reste de l'Europe. Cela faisait de la Navarre un carrefour, petit mais stratégique. Au début du XIe siècle, ces souverains étendirent leur influence sur les terres voisines, et l'espace d'un moment, sous Sanche le Grand, la Navarre sembla prête à dominer le nord de l'Espagne. Le royaume s'étira bien au-delà de ce qu'on attend d'un pays de montagne. Mais à la mort de Sanche, il se fragmenta, laissant la Navarre de nouveau pressée entre des forces plus grandes. Pourtant, l'empreinte de cette expansion montra que même un petit royaume pouvait rêver grand. Vint ensuite l'Aragon, le plus jeune des trois. Né dans les hautes vallées des Pyrénées centrales, il n'était au début guère plus qu'un groupe de comtés sous influence franque. Rien ne semblait le destiner à la grandeur. Mais la position de l'Aragon sur la frontière le maintenait en mouvement, avançant, testant sa force, se taillant une place quand il le pouvait. Au XIe et XIIe siècle, l'Aragon commencerait à monter sur la grande scène, notamment en s'unissant à la Catalogne par des alliances matrimoniales. Mais même à ses débuts, on sent l'ambition prendre racine. Un petit comté de montagne se préparait à devenir un royaume qui aiderait un jour à mener la Reconquista. Ce qui unit ces 3 royaumes, ce n'est pas seulement la géographie, c'est la résilience. Tandis que le califat de Cordoba éblouissait par sa richesse et sa culture, ces royaumes du nord jouaient la durée. Ils bâtissaient des forteresses de pierre sur les crêtes, cultivaient la loyauté des seigneurs locaux et repoussaient lentement leurs frontières vers le sud. Leur victoire venait souvent moins de grandes batailles que de la persistance. Reprendre des vallées, tenir le terrain puis construire dessus. Quand le califat finit par se morceler en taïfas rivales, León, Navarre et Aragon étaient déjà en position de saisir l'occasion. Il est fascinant de voir ces royaumes à la fois rivaux et alliés malgré eux. Ils se disputaient âprement, parfois se battant entre eux plus que contre les Maures, mais ils partageaient aussi une vision plus large, l'espoir que, un jour, la puissance chrétienne s'étendrait à nouveau sur la péninsule. Ce rêve était à des siècles, mais chaque escarmouche, chaque traité, chaque château sur une colline en était un pas. Leurs histoires se mêleraient plus tard à d'autres forces. Les traditions de León nourriraient la puissante Castille. La Navarre garderait son indépendance plus longtemps qu'on ne l'aurait cru, malgré la pression de voisins plus grands. L'Aragon, par expansion et union, finirait par se tenir aux côtés de la Castille pour façonner la Reconquista finale. Rien de tout cela n'était évident à leur début, quand survivre semblait déjà une victoire. Et pourtant, survivre suffisait. À cette époque, endurer, c'était gagner. Ces royaumes portaient la mémoire des Wisigoths, la foi en une restauration chrétienne, et une refus obstiné d'être effacés. Ils étaient de petites chandelles vacillant face à l'éclat de Cordoba, mais des chandelles peuvent durer plus longtemps que des lampes si elles brûlent sans faiblir. Ainsi, quand on regarde la grande fresque de l'Espagne médiévale, on se laisse facilement séduire par le glamour d'Al-Andalus. Mais sans León, la Navarre et l'Aragon, qui traçaient patiemment leur destin dans les montagnes, il n'y aurait pas eu d'équilibre, pas de reconquista finale, pas d'Espagne unie des siècles plus tard. C'étaient les racines, cachées mais solides, en attente de leur moment pour grandir. La fragmentation d'Al-Andalus en taïfas rivales. Imaginez une coupe de verre étincelante brusquement lâchée sur le sol. Un instant, elle éblouit par sa beauté, puis elle se brise en des dizaines de morceaux. C'est exactement ce qui arriva à Al-Andalus après la chute du califat de Cordoba. Ce qui avait été un royaume musulman unifié et puissant, un phare de savoir et d'architecture, se fendit en de petits états rivaux appelés taïfas. Chaque éclat brillait à sa manière, mais aucun n'égalait l'éclat de l'ensemble. L'effondrement commença au début du XIe siècle. Après des années de conflits internes, de faiblesse au sommet et de guerres civiles, la fitna, Cordoba ne parvint plus à tenir ses vastes territoires. Vers l'an 1103,
le grand califat était fini, et l'empire autrefois puissant se morcela en environ 35 taïfas indépendantes. Certaines furent dirigées par des élites arabes, d'autres par des berbères, d'autres encore par des affranchis slaves qui avaient gravi les échelons jusqu'au pouvoir. À première vue, tout n'était pas négatif. Beaucoup de taïfas devinrent des centres culturels vibrants, rivalisant en art, poésie et architecture. Séville, Saragosse, Tolède, Grenade, chacune fleurit avec ses propres cours et palais. Des souverains, avides d'affirmer leur légitimité, invitaient poètes, philosophes et musiciens, espérant surpasser leurs rivaux. Imaginez déambuler à Séville à cette époque, l'air rempli de musique, des poètes récitant sous la lueur des lanternes, tandis que des artisans bâtissent mosquées et jardins. D'une manière étrange, la fragmentation déclencha un jaillissement de créativité. Mais politiquement, la division fut désastreuse. Chaque taïfa était trop petite et trop faible pour résister à la pression des royaumes chrétiens du Nord, en plein essor. León, Castille, Navarre et Aragon, ces royaumes de montagne autrefois secondaires, virent dans la désunion du Sud une opportunité. Ils avancèrent patiemment, prenant des forteresses et exigeant des tributs. Les souverains des taïfas se retrouvèrent souvent à payer de fortes sommes, les parias, aux rois chrétiens en échange de la paix. L'ironie était brutale. Les taïfas, héritières de la richesse éclatante de Cordoba, finançaient désormais les ennemis qui finiraient par les conquérir. Les dirigeants des taïfas n'étaient pas aveugles au danger, mais les rivalités l'emportaient souvent sur l'unité. Séville pouvait s'allier à la Castille pour affaiblir Tolède, tandis que Saragosse versait tribut à l'Aragon pour contenir Grenade. Ces alliances changeantes achetaient une sécurité temporaire, au prix d'un avenir compromis. Vers le milieu du XIe siècle, les souverains chrétiens s'étaient enrichis et renforcés grâce à l'or affluent d'Al-Andalus. Rappelez-vous que la prise de Tolède deviendrait un tournant décisif. Les graines de cette victoire furent semées ici, à l'ère de la désunion des taïfas. Pourtant, il ne faut pas y voir que du déclin. Les taïfas portèrent encore la torche culturelle allumée durant l'âge d'or de Cordoba. Tolède, avant sa capture, devint un foyer où savants musulmans, juifs et chrétiens travaillaient côte à côte. À Séville, le roi poète Al-Mutamid laissa un héritage de vers qui résonne encore dans la littérature espagnole. Même de petites taïfas laissèrent leur marque, avec des palais et des jardins éblouissants évoquant un paradis perdu. La tragédie, c'est que tant de splendeur se déploya sous l'ombre d'une conquête annoncée. À la fin du XIe siècle, beaucoup de souverains comprirent qu'ils ne survivraient plus seuls. Certains appelèrent à l'aide des puissances musulmanes d'Afrique du Nord, invitant les Almoravides à intervenir. Paris désespéré, troquer l'indépendance contre la protection, mais révélateur de la fragilité des taïfas. L'arrivée des Almoravides apporta de nouvelles vagues de réformes et une règle plus stricte, mais cela relève d'un autre chapitre. Pour l'instant, retenons que le rêve d'un Al-Andalus unifié s'était brisé, et que ses éclats jonchaient la péninsule ibérique. L'histoire des taïfas a un goût doux amer. D'un côté, elles nous ont donné une musique, une poésie et une architecture qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans leur rivalité. De l'autre, leur faiblesse ouvrit la porte aux rois chrétiens pour inverser le cours de l'histoire. C'est comme si leur éclat fut une dernière flambée avant que l'ombre de la conquête ne s'étende. Et pourtant, même dans leur chute, les taïfas nous rappellent l'équilibre fragile entre unité et division, à quel point la grandeur peut se fissurer, et comment, même en morceaux, la beauté peut perdurer. La prise de Tolède, un tournant pour l'Espagne chrétienne. Imaginez l'an 1085. Pendant des siècles, les chrétiens du Nord avaient combattu, reculé, se réorganisé, puis repris leur avancée vers le sud dans un lent tir à la corde contre les souverains musulmans d'Al-Andalus. Des victoires avaient été remportées, mais aucune n'avait bouleversé l'équilibre des forces comme celle de cette année-là. Quand le roi Alphonse le VIe de Léon et de Castille entra dans Tolède, l'ancienne capitale wisigothique, la nouvelle résonna dans toute l'Europe. Ce n'était pas simplement une autre forteresse prise, ni un autre lopin de terre gagné. C'était symbolique, presque mythique, les chrétiens avaient saisi le cœur même de l'Espagne. Tolède n'était pas une ville ordinaire. Juchée sur une colline rocheuse, encerclée sur trois côtés par le Tage, elle avait été jadis le joyau du royaume wisigoth, avant que les Maures ne déferlent en l'an 711. Pendant des siècles, elle demeura un centre vital de l'Espagne musulmane, prospérant sous les souverains d'Al-Andalus, puis sous les taïfas fragmentés. Quand Alphonse s'en empara, il ne décrochait pas seulement un trophée. Il reprenait une capitale que son peuple considérait comme légitimement sienne. Le vieux rêve wisigoth renaissait. Mais revenons un peu en arrière. Vers le milieu du XIe siècle, Al-Andalus s'était morcelé en taïfas rivales, de petits royaumes dirigés par des chefs ambitieux, qui se combattaient parfois entre eux aussi férocement qu'ils combattaient les chrétiens. Cette fragmentation offrit sa chance à Alphonse. La taïfa de Tolède, prise dans des luttes politiques et incapable de résister à la pression de ses voisins et des armées du Nord, devint vulnérable. Certains dirigeants musulmans préférèrent même remettre la ville à Alphonse par la négociation plutôt que de risquer de tomber aux mains de taïfas rivales ou des Almoravides, plus rigoureux, qui attendaient de l'autre côté du détroit, en Afrique du Nord. Ainsi, quand Alphonse marcha vers le sud, ce ne fut pas seulement avec l'épée et le bouclier,
il vint aussi avec des promesses et de la diplomatie. Il assura à la population musulmane de Tolède que leur vie, leurs biens et leurs mosquées seraient respectés. Les chrétiens qui avaient vécu sous domination musulmane se retrouvèrent de l'autre côté de l'histoire, et Tolède devint un creuset où les cultures se heurtaient et coexistaient. Bien sûr, des tensions couvaient, et les promesses ne furent pas toujours tenues à la perfection, mais la ville demeura un exemple vivant du mélange complexe de peuples qui définissait l'Espagne médiévale. L'impact de la prise de Tolède fut immense. D'abord, elle donna à l'Espagne chrétienne un nouveau centre politique et symbolique. Alphonse y transféra sa capitale, et de Tolède il projeta son autorité sur les terres en expansion de Castille et León. La situation de la ville au cœur de la péninsule en faisait le pivot idéal pour de nouvelles avancées. Chaque campagne chrétienne vers le sud, par la suite, sembla remonter à cet instant, l'instant où Tolède tomba en des mains chrétiennes, et le symbole n'échappa à personne. Pour l'Europe chrétienne, c'était la preuve que la Reconquista n'était pas un rêve vain, mais une réalité vivante. Les pèlerins du Camino vers Saint-Jacques de Compostelle rapportèrent l'histoire de cette victoire, et la papauté y prêta attention. Quand les croisades commencèrent en Terre Sainte une décennie plus tard, les luttes d'Espagne furent liées dans l'esprit, portées par la même ferveur religieuse. La prise de Tolède contribua à ancrer l'idée que les guerres ibériques faisaient partie d'un combat chrétien plus vaste, et non d'une querelle locale. Mais il y avait un autre versant. Le monde musulman fut ébranlé par la perte. Tolède n'était pas qu'une ville, c'était un phare de culture, de savoir et de puissance andalou. Sa chute provoqua une onde de choc dans tout Al-Andalus, et montra clairement que les royaumes chrétiens n'étaient plus de simples enclaves montagnardes grignotant les marges. Ils étaient des prétendants sérieux. Les Almoravides, voyant le danger, traversèrent bientôt depuis l'Afrique du Nord pour renforcer la domination musulmane. Leur arrivée déclencherait de nouveaux conflits et apporterait des vagues de réformes et de rigueur qui remodelèrent Al-Andalus. Ainsi, si Tolède marqua un triomphe pour les chrétiens, elle prépara aussi des guerres plus âpres. Sur le plan culturel, Tolède s'épanouit d'une façon que personne n'aurait imaginée. Sous domination chrétienne, elle devint un carrefour de traduction et de savoir. La célèbre école de traducteurs rassembla des érudits musulmans, juifs et chrétiens qui rendirent en latin des textes arabes, eux-mêmes traductions d'œuvres grecques et persanes. Par Tolède, l'Europe redécouvrit Aristote, Galien et une foule d'autres penseurs. La ville devint un pont portant la sagesse du monde antique vers le Moyen-Âge, nourrissant la renaissance à venir du savoir européen. Voyez les choses ainsi. Si la petite victoire de Covadonga avait été la première étincelle de résistance, Tolède fut le brasier qui illumina la péninsule. Elle montra à chaque souverain chrétien, de l'Aragon à la Navarre, que le Sud pouvait être pris, que le rêve était possible. Elle montra aussi aux Maures que leur emprise sur l'Espagne n'était pas éternelle. Cette double prise de conscience allait façonner les siècles suivants de guerre, d'alliance et de trahison. Alors quand vous entendez parler de la prise de Tolède, ne l'imaginez pas comme une forteresse de plus tombant au Moyen-Âge. Ce fut un pivot, un battement de cœur, qui changea le rythme de toute l'histoire. Les royaumes chrétiens, autrefois blottis dans les montagnes du Nord, s'avançaient désormais avec assurance vers le centre de la péninsule. La Reconquista avait franchi une ligne, et l'Espagne ne serait plus jamais la même. Les Almoravides et les Almohades apportent des vagues de réformes. À la fin du XIe siècle, Al-Andalus n'était plus la puissance unifiée d'autrefois. Le grand califat de Cordoue s'était brisé en taïfas rivales, chacune dirigée par des chefs locaux ambitieux. En surface, c'était une aubaine pour les royaumes chrétiens du Nord. Ils poussèrent vers le sud, testant la résistance de leurs voisins fragmentés. Pourtant, dans le monde musulman, la nouvelle de ces défaites et divisions alarma. Et de l'autre côté du détroit, en Afrique du Nord, surgirent des mouvements qui promettaient non seulement la force militaire, mais une réforme morale. D'abord les Almoravides, puis les Almohades. Deux dynasties forgées dans le désert, animées d'un zèle ardent et déterminées à remodeler l'Ibérie selon leur vision. Les Almoravides émergèrent des sables du Sahara au XIe siècle. Imaginez des tribus nomades sous la direction de Youssef ibn Tashfin, portés par une mission religieuse farouche visant à purifier l'islam. Ils considéraient les souverains des taïfas d'Al-Andalus comme décadents, affaiblis par le luxe, trop enclins au compromis avec les rois chrétiens. Lorsque des taïfas désespérés les invitèrent à repousser Alphonse de Castille, le roi qui venait tout juste de s'emparer de Tolède en l'an 1075, un tournant que nous approfondirons plus tard, les Almoravides répondirent présents. En l'an 1086, Youssef ibn Tashfin traversa en Espagne avec une armée disciplinée. À la bataille de Sagrajas, ses forces infligèrent à Alphonse une défaite écrasante. Ce fut une onde de choc à travers l'Ibérie. Soudain, les chrétiens comprirent qu'ils n'affrontaient plus des cités-États éclatées, mais un empire redoutable enraciné dans les déserts d'Afrique. Pour les musulmans d'Al-Andalus, les Almoravides offraient une protection, mais aussi une réforme stricte. Ils imposèrent l'unité, freinèrent les excès des cours de taïfas et réintroduisirent une interprétation plus austère de l'islam. Mais le temps use même les mouvements les plus fervents. Les Almoravides, nés réformateurs du désert, finirent par bâtir des palais et adopter les attributs du pouvoir. Leur emprise se relâcha. Des montagnes de l'Atlas surgit alors une nouvelle force, les Almohades. Si les Almoravides étaient stricts, les Almohades étaient intransigeants.
Fondés au XIIe siècle par Ibn Toumer, qui se disait le Mahdi, ils déclarèrent que même les Almoravides s'étaient écartés de la vraie foi. Les Almohades brûlaient du désir d'une unité absolue sous un islam purifié. Lorsqu'ils déferlèrent sur l'Ibérie au milieu du XIIe siècle, ils apportèrent non seulement des armées, mais des réformes d'ampleur. Leur gouvernement était plus dur, leur politique religieuse plus stricte. Pour les Juifs et les chrétiens, qui avaient souvent vécu une relative tolérance sous des dynasties musulmanes antérieures, la vie sous les Almohades fut bien moins clémente. Beaucoup fuirent vers le nord, en terre chrétienne. Dans le même temps, les Almohades revitalisèrent la résistance musulmane face à l'élan croissant de la Reconquista. L'une de leurs plus grandes victoires eut lieu à la bataille d'Alarcos en l'an 1195. Là, ils écrasèrent les forces de Castille, prouvant qu'ils demeuraient un rempart redoutable contre l'expansion chrétienne. Mais l'histoire bascule souvent sur des retournements. À peine 17 ans plus tard, en l'an 1212, les Almohades affrontèrent un front chrétien uni à la bataille de Las Navas de Tolosa. Ce fut l'une des batailles les plus décisives du Moyen-Âge espagnol. Les royaumes chrétiens, longtemps divisés, s'étaient rassemblés sous bénédiction pontificale, et cette fois, ce furent les Almohades qui furent brisés. Leur défaite marqua le début de la fin de la domination musulmane sur une grande partie de l'Ibérie. Pourtant, l'empreinte des Almoravides et des Almohades ne fut pas seulement militaire. Ils laissèrent de profondes marques culturelles et architecturales. Le pouvoir almoravide renforça les liens entre Al-Andalus et l'Afrique du Nord, apportant de nouveaux styles artistiques, un renouveau du savoir religieux et des défenses fortifiées qui parsemaient le paysage. Les Almohades, quant à eux, nous ont laissé des monuments comme la Giralda de Séville, à l'origine un minaret, encore debout comme l'un des symboles emblématiques de l'Espagne. Leur vision d'unité et de réforme imprima le temps, même lorsque leur empire se fragmenta. Avec le recul, leur histoire ressemble à des vagues s'abattant sur l'Ibérie. La première vague, celle des Almoravides, déferla avec discipline et réforme, retenant l'avance chrétienne. La seconde, celle des Almohades, vint plus haute et plus farouche, balayant l'Espagne avec ferveur, avant de se briser sur les rochers d'une résistance chrétienne unie. Ensemble, ils prolongèrent la vie de l'Espagne musulmane pendant des siècles, gagnant du temps pour que la splendeur d'Al-Andalus brille plus longtemps malgré des pressions croissantes. Et souvenez-vous, si les Almoravides et les Almohades venaient d'Afrique, leur histoire devint indissociable de celle de l'Espagne. Leur essor et leur déclin se mêlèrent au destin de la Castille, de l'Aragon et de León, aux légendes du Cid et aux croisades de Reconquista bénies par Rome. Leurs réformes remodelèrent vie, foi et politique des deux côtés du détroit. Au bout du compte, leurs ailes les porta loin, mais ne put durer éternellement. Les montagnes et les vallées de l'Ibérie basculeraient à nouveau, l'équilibre penchant de plus en plus vers les royaumes chrétiens. Pourtant, sans les Almoravides et les Almohades, l'histoire médiévale de l'Espagne aurait été bien plus courte, moins disputée et moins dramatique. Ils furent les fronts d'orage venus du désert, laissant la terre à jamais transformée. Le creuset culturel des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Imaginez que vous arpentiez les ruelles sinueuses de la Tolède médiévale. L'appel à la prière monte d'une mosquée, les cloches d'une église sonnent tout près, et dans un petit atelier, un scribe juif se penche sur un parchemin, copiant un texte en hébreu. Dans une même ville, 3 religions vivaient côte à côte, parfois avec tension, parfois en bonne entente, mais en se marquant toujours les unes les autres. Cette coexistence, souvent appelée convivencia, fut l'un des traits les plus remarquables de l'Espagne médiévale. Dès l'origine, Al-Andalus s'était construit comme une société à strates. Les musulmans détenaient le pouvoir politique et militaire, mais les chrétiens et les juifs étaient aussi très présents, reconnus comme gens du livre. Ils payaient des taxes spéciales et vivaient sous des restrictions, mais ils étaient autorisés à pratiquer leur foi, à gérer leur communauté et à contribuer au monde plus large. Cet équilibre produisit une société où les cultures se frôlaient chaque jour, et cette friction engendra parfois des étincelles de génie. Prenez Cordoue à l'âge d'or du califat. Nous avons déjà parlé de ses vastes bibliothèques et de son amour du savoir. Et bien nombre de traducteurs et d'érudits dans ces salles n'étaient pas musulmans. Des penseurs juifs, des moines chrétiens et des philosophes musulmans débattaient côte à côte. C'est là que la philosophie grecque trouva une seconde vie. Aristote, Galien et Ptolémée revinrent en Europe non pas directement du grec, mais par des traductions arabes souvent affinées par des savants juifs ou chrétiens. Sans ce triangle culturel, la Renaissance européenne ultérieure n'aurait peut-être jamais vu le jour. L'une des figures les plus lumineuses de ce creuset fut Maïmonide, philosophe juif né à Cordoue au XIIe siècle. Contraint de partir lors de périodes de persécution, il emporta avec lui l'esprit de la pensée andalouse. Ses œuvres mêlèrent théologie juive et philosophie aristotélicienne, influençant profondément, des siècles durant, des penseurs juifs et chrétiens. À ses côtés, des érudits musulmans comme Averroès se débattaient avec les mêmes questions de raison et de foi, laissant un héritage qui déborda largement l'Espagne. Et puis il y avait les artisans. Si vous entriez dans un palais ou une cathédrale de l'Espagne médiévale, vous y auriez vu les empreintes des 3 cultures. Les musulmans apportèrent l'arc en fer à cheval, le carrelage fin et les motifs géométriques. Les artisans juifs excellèrent dans l'orfèvrerie délicate et la calligraphie. Les chrétiens ajoutèrent des éléments romans puis gothiques.
Parfois, on trouve même les trois styles fondus dans un seul édifice. Les synagogues de Tolède, par exemple, furent bâties dans un style si islamique qu'elles ressemblent à des mosquées à l'intérieur, sauf que des inscriptions hébraïques couvrent les murs. Plus tard, les conquérants chrétiens ajoutèrent des chapelles à l'intérieur d'anciennes mosquées, créant un patchwork de foi sous un même toit. La vie quotidienne reflétait ce mélange. Les langues se mêlaient. L'arabe était la langue de prestige, le latin persistait dans les églises, et l'hébreu prospérait dans les quartiers juifs. De ce contact naquiraient des parlers mozarabes chez les chrétiens sous domination musulmane, et plus tard le ladino, la langue judéo-espagnole portée par les séfarades autour de la Méditerranée. Même la cuisine portait les marques de l'échange, des épices apportées par les routes musulmanes, des traditions cachées juives et des ragoûts roboratifs des cuisines chrétiennes se retrouvant sur des tables partagées. Bien sûr, la convivencia ne fut jamais une harmonie parfaite. Il est facile d'idéaliser, mais les tensions étaient bien réelles. Par moments, juifs et chrétiens subirent lourdes taxes, conversions forcées ou violences. Des périodes de tolérance pouvaient vite céder à la répression, surtout lors des basculements du pouvoir. L'arrivée des Almoravides et des Almohades, avec leurs interprétations plus strictes de l'islam, amena des règles plus dures qui poussèrent beaucoup de juifs et de chrétiens à fuir vers le nord. Pourtant, même au nord, dans les royaumes chrétiens, musulmans et juifs continuèrent souvent à jouer des rôles essentiels comme traducteurs, médecins et conseillers. Ce mélange se poursuivit à mesure que la Reconquista avançait. Quand Tolède tomba au XIe siècle, les souverains chrétiens ne mirent pas fin à la vie culturelle de la ville. Au contraire, ils s'en nourrirent, s'appuyant sur des traducteurs musulmans et juifs pour verser le savoir arabe dans le latin. Ce travail devint la porte d'entrée de l'Europe vers la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la philosophie. Plus tard, même le Cid, oui, ce légendaire chevalier chrétien, combattit aux côtés d'alliés musulmans et navigua dans un monde façonné par les trois cultures. Quand Grenade tomba en l'an 1492, la convivencia s'était déjà effilochée. Les rois catholiques Ferdinand et Isabelle exigèrent l'unité religieuse. Les juifs furent expulsés, les musulmans contraints de se convertir ou de partir, et l'expérience séculaire de coexistence de l'Espagne fut brisée. Mais les échos ne s'éteignirent jamais. L'art, la langue, la musique espagnole, jusqu'au toponyme, portent encore l'empreinte de cette époque où trois grandes foi se mêlaient sous le même ciel. Avec le recul, le creuset culturel des juifs, des chrétiens et des musulmans dans l'Espagne médiévale n'était pas une utopie, mais il fut extraordinaire. De la friction naquit la philosophie. De la rivalité surgit l'architecture. Des échanges du quotidien vint une richesse de langue et de tradition. Et même si l'âge de la convivencia prit fin, son esprit persiste, nous rappelant ce qui devient possible quand les cultures se rencontrent, se heurtent et malgré tout, parviennent à créer ensemble. Les merveilles architecturales, Alhambra, cathédrales et châteaux. Si vous voulez sentir le battement de cœur de l'Espagne médiévale, pas besoin de lire une chronique poussiéreuse ni de mémoriser une liste de rois. Il suffit de marcher dans sa pierre et son marbre. L'histoire de cette terre est gravée dans des arcs, des tours et des patios. Chaque mur murmure qui l'a bâti, qui l'a conquis et qui y a prié. De l'Alhambra scintillante aux cathédrales élancées de Castille, en passant par les châteaux rugueux qui ponctuent les collines, l'architecture médiévale de l'Espagne est comme un journal vivant, écrit à trois voix, musulmane, chrétienne et juive. Commençons par le joyau entre tous, l'Alhambra. Dressé au-dessus de Grenade, comme un rêve figé dans la pierre, c'est le dernier et le plus grand chef-d'œuvre de l'Espagne musulmane. Construite et agrandie au XIIIe et XIVe siècle sous la dynastie nasride, l'Alhambra n'était pas qu'une forteresse, c'était une ville-palais, un lieu où des souverains vivaient entourés d'une poésie devenue architecture. Imaginez traverser ces cours, des colonnes délicates comme une forêt de pierre, des murs gravés de vers du Coran, des fontaines qui versent l'eau dans des bassins reflétant le ciel. Le célèbre patio des lions, avec son anneau d'arc gracile et ses lions de marbre gardant la fontaine, semble venir d'un autre monde. Et en un sens, c'était le cas. Un monde d'élégance bâti au bord de l'effondrement, le dernier épanouissement d'Al-Andalus avant que les armées chrétiennes ne se referment. Mais tandis que l'Alhambra capturait l'éclat de l'art musulman, les chrétiens écrivaient leur propre histoire dans la pierre. Après la prise de Tolède au XIe siècle et la marche régulière vers le sud, des cathédrales s'élevèrent comme des montagnes de foi. Ce n'étaient pas de modestes églises, mais des monuments faits pour proclamer puissance et dévotion à la foi. La cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, avec sa grandeur romane, devint la destination de pèlerins venus de toute l'Europe. Plus tard, les cathédrales gothiques s'élancèrent encore plus haut, Burgos avec ses flèches dentelées, Le Haune avec ses vitraux transformant la lumière en rivière de couleurs, Séville avec sa nef immense qui semble tendre vers le ciel lui-même. Chacune portait le même message, le christianisme était là pour durer, et il viserait le firmament. Ces cathédrales étaient plus que des espaces religieux. Elles étaient des lieux de rassemblement, des symboles de richesse et des marques d'identité. Des villes entières se modelaient autour d'elles. Leur construction prenait des décennies, parfois des siècles, des générations travaillant sur les mêmes pierres. Imaginez être tailleur de pierre, ciselant des blocs que vos petits-enfants ne verraient peut-être pas achevés.
Une telle dévotion dit la profondeur du sens que portaient ces édifices. Puis il y eut les châteaux. À la différence des palais délicats de Grenade ou des cathédrales célestes de Castille, les châteaux étaient des instruments bruts de survie. Ils se dressaient sur des promontoires rocheux et le long des lignes de frontières, construits pour résister aux sièges et afficher la domination. Des châteaux de Navarre au puissant alcazar de Ségovie, ces forteresses racontent l'histoire d'une guerre constante et de frontières mouvantes. La Reconquista ne fut pas une marche rectiligne vers le sud, ce fut un lent va-et-vient. Les châteaux marquaient la ligne entre deux mondes, entre chrétiens et musulmans, entre sécurité et danger. Leurs tours surveillaient la campagne, avertissant des raids et offrant refuge quand les tempêtes de la guerre déferlaient. Ce qui rend l'architecture médiévale espagnole vraiment remarquable, c'est l'entrelacement de ces trois traditions. À Tolède, des églises furent bâties à l'intérieur d'anciennes mosquées. À Cordoba, la grande mosquée, une forêt d'arches et de lumière, fut plus tard coiffée d'une cathédrale chrétienne en son cœur même. Cet emboîtement n'était pas seulement un réemploi pratique, il était symbolique, presque théâtral. Chaque nouveau pouvoir voulait imprimer sa foi sur la terre sans effacer entièrement ce qui l'avait précédé. Le résultat est un palimpseste, un paysage urbain où l'histoire ne disparaît jamais tout à fait, mais demeure dans les arcs, les coupoles et les portails. L'architecture juive ajouta elle aussi sa voix. Les synagogues de Tolède et de Cordoba, décorées de stucs aux motifs rappelant le style islamique, témoignent du langage artistique partagé de l'époque. Ces lieux rappellent que pendant des siècles, juifs, musulmans et chrétiens vécurent non seulement dans le conflit, mais aussi dans l'échange, empruntant et mêlant des traditions au point d'embrouiller les lignes. Tout cela a donné à l'Espagne un caractère différent de partout ailleurs en Europe. Tandis que les pays du Nord élevaient des cathédrales gothiques austères et des donjons, l'Espagne devint une terre où une même ville pouvait abriter une mosquée, une cathédrale, une synagogue et un château, parfois presque côte à côte. Il en résulte un paysage où chaque bâtiment ressemble à une réplique dans un dialogue, répondant à celui qui l'a précédé. Alors quand on parle de l'Espagne médiévale, ne pensez pas seulement aux rois et aux batailles. Pensez à l'ombre d'une flèche de Burgos, à l'écho de vos pas dans les salles de l'Alhambra, ou au soleil couchant vu des remparts d'un château. Ces structures sont plus que de la pierre, elles sont mémoire, elles sont... Grenade, le dernier royaume musulman sous pression. Imaginez une ville de maisons blanchies à la chose accrochée aux collines, des tours se dressant au-dessus et la Sierra Nevada enneigée scintillant au loin. Voilà Grenade à la fin du Moyen-Âge, un joyau de beauté, mais aussi le dernier bastion musulman de toute l'Espagne. Au XIVe et XVe siècle, tout autour avait changé. Cordoba était tombée depuis longtemps, Séville avait été prise, et Tolède était chrétienne depuis des siècles. Seule Grenade demeurait, royaume fragile sous pression constante, survivant par une politique habile, des tribus et l'éclat de sa culture. La survie de Grenade tenait du miracle. Fondée dans le sillage de la défaite almohade au début du XIIIe siècle, elle devint un refuge pour les musulmans fuyant l'avancée chrétienne. Tandis que le reste d'Al-Andalus se fragmentait ou s'écroulait, Grenade tenait. Ses souverains, la dynastie nasride, bâtirent un État qui mariait diplomatie et défense avec un faste étincelant. Leur joyau était l'Alhambra, forteresse-palais qui domine encore la ville, tout en arches délicates, fontaines jaillissantes et poésie sculptée dans la pierre. Mais la survie de Grenade ne tenait pas qu'à ses murs ou à ses palais. Elle tenait à la stratégie. Les Nasrides payaient tribut à la couronne de Castille, envoyant or, soie et biens précieux à leurs voisins chrétiens en échange de la paix. Ils jouaient aussi un dangereux jeu d'équilibre, s'alliant tantôt avec la Castille, tantôt avec des dynasties nord-africaines, changeant souvent de camp quand cela les servait. Les souverains de Grenade étaient des maîtres de la diplomatie, sachant qu'un faux pas pouvait précipiter la chute. La pression, pourtant, ne cessa jamais. La Castille et l'Aragon se renforçaient, surtout après un mariage royal qui unit leurs puissances. La Reconquista n'était plus une lente avancée, elle devint une mission claire, portée par la bénédiction papale et un zèle de croisade. Grenade, encerclée et isolée, savait que son temps comptait. Les luttes internes n'arrangeaient rien. Intrigues de palais et rivalités familiales déchiraient souvent les Nasrides, et chaque guerre civile affaiblissait davantage le royaume. La vie à l'intérieur de Grenade mêlait crainte et éclat. D'un côté, la population vivait sous la menace constante des armées chrétiennes qui se rapprochaient. De l'autre, la ville s'épanouissait comme l'un des derniers grands centres de culture musulmane en Europe. Savants, poètes et architectes florissaient à l'ombre du mécénat nasride. L'Alhambra elle-même se couvrait de vers célébrant un paradis sur terre, comme si les souverains voulaient laisser une beauté éternelle alors que les murs de leur monde se resserraient. Puis vint l'étau final. À la fin du XVe siècle, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille étaient déterminés à achever ce que des siècles de rois chrétiens avaient commencé. Leurs forces réunies étaient trop puissantes pour être longtemps contenues. En 1482, une série de guerres commença qui allait lentement étrangler le royaume. Les places tombaient l'une après l'autre, coupant le commerce de Grenade et sapant ses défenses. À l'intérieur de la ville, des factions rivales des Nasrides se disputaient le trône, s'alliant parfois aux chrétiens dans des tentatives désespérées. Parmi les figures célèbres de cette période se trouve Boabdil, dernier roi de Grenade.
Déchiré entre le devoir, les conflits familiaux et des forces écrasantes, il tenta de conserver ce qui restait. Son règne fut marqué par le courage autant que par l'erreur. Au bout du compte, malgré sa résistance, la marée était irrésistible. Vers 1492, Grenade était encerclée, son peuple affamé, ses dirigeants à bout. La reddition survint en janvier de cette année-là. Boabdil remit les clés de la ville à Ferdinand et Isabelle, mettant fin à près de 8 siècles de présence musulmane comme force politique en Ibérie. La légende dit qu'en s'éloignant, il se retourna vers sa ville perdue et pleura. Sa mère l'aurait cinglé de ces mots amers: « Ne pleure pas comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Vrai ou non, l'histoire capture le déchirement de cet instant. La chute de Grenade fut plus qu'une fin de royaume. Ce fut la fin d'une ère, la clôture du chapitre ouvert à Guadalete tant de siècles auparavant. Avec Grenade, l'Espagne se trouva unie sous règne chrétien, tandis que Christophe Colomb se préparait à prendre la mer vers l'ouest et que l'Espagne s'apprêtait à monter sur la scène du monde comme puissance globale. Pourtant, même vaincue, Grenade laissa une empreinte indélébile. L'Alhambra murmure encore sa gloire. Sa poésie, son architecture, sa mémoire demeure, rappelant que ce dernier royaume musulman, bien que broyé par la pression, produisit quelques-uns des plus beaux accomplissements de l'Espagne médiévale. Et dans cette beauté, l'esprit de Grenade perdure.